Le journal vous est amené par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La stupeur et l'incompréhension à Clessé en Saône-et-Loire. C'est dans ce village du Mâconnais que le corps sans vie d'une adolescente de 14 ans a été découvert hier matin à l'aube. Tuée de plusieurs dizaines de coups de couteau, l'enquête s'est rapidement orientée vers son petit ami du même âge. Et placé en garde à vue, il a reconnu être l'auteur du meurtre. Jean-Luc Boujon. Très vite, hier matin, les auditions des camarades de l'adolescente mettent les enquêteurs sur la piste de son petit ami, un garçon de 14 ans scolarisé dans la même classe de 4e, avec qui elle entretenait depuis novembre dernier une relation compliquée. Pour Méline, l'une de ses amies, c'était un garçon toxique avec une influence négative sur la jeune fille. Ça faisait un moment qu'elle n'allait pas bien. À cause d'un garçon, on va dire qu'il l'a manipulée beaucoup et qu'il lui faisait faire plein de bêtises. Ils étaient amoureux les deux, mais il lui faisait plein de crasses. Il faisait un peu n'importe quoi avec elle. Il l'insultait. Il la faisait sortir la nuit, plein de trucs comme ça. C'est au cours d'un de ces rendez-vous nocturnes en cachette de leurs parents que le garçon a assassiné sa petite amie, un acte d'une très grande violence, explique Éric Jallet, le procureur de Mâcon. Le corps de la jeune fille supporte plusieurs dizaines de traces de coups de couteau sur le haut du torse, les épaules, sur le visage et sur le cou. Un couteau est resté planté au niveau de la gorge de la jeune fille. Devant les enquêteurs, le garçon a rapidement avoué les faits, mais sans expliquer son passage à l'acte. Tout juste a-t-il raconté que lui-même aurait été récemment victime de violences de la part de son père. Il va donc continuer d'être interrogé, sa garde à vue pouvant être prolongée jusqu'à 48 heures. Clessé, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et autre enquête, celle sur le refus d'obtempérer qui a conduit 3 policiers à ouvrir le feu sur un véhicule à Paris samedi soir. Le conducteur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Une faille de plus à mettre sur le compte du fiasco de la gestion de la finale de la Ligue des Champions. Les images des vidéos de vidéosurveillance du Stade de France ont été supprimées. Les sénateurs en sont tombés de leur fauteuil. Audition des membres de la Fédération française de football hier devant la commission des lois du Sénat. Et là, au détour d'une phrase, l'un des cadres l'avoue, les images captées par un opérateur privé ont été détruites au bout d'une semaine. La justice ne les a pas réquisitionnées malgré les enquêtes en cours. Question William Molinier, fallait-il conserver ces images ? Eh bien, la CNIL, l'autorité chargée de protéger les données personnelles, fixe aux opérateurs un délai maximal de conservation d'1 mois. Mais rien ne les force à les supprimer avant ce délai. Autrement dit, pour le Stade de France, le nettoyage des disques durs était automatique. C'est ce qu'a rappelé Erwan Prévost, représentant de la Fédération française de football. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. Selon lui, c'était à la justice de venir récupérer ces images. De son côté, une source judiciaire s'étonne que la FFF ne les ait pas d'elle-même sauvegardées et mises à disposition si elles étaient si utiles. On n'a pas d'enquête pour des faits de violence commis dans le stade ou aux abords immédiats, poursuit cette source. Et quand bien même des supporters porteraient plainte dans les jours à venir, retrouver les auteurs sur des images et dans une foule en mouvement aurait été quasiment impossible. Reste que ce nouveau couac des images effacées du Stade de France renforce le sentiment des supporters de Liverpool que les autorités françaises font tout pour minimiser, voire effacer leurs responsabilités dans l'organisation de cette finale. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Ici, les images à l'intérieur du stade ont été supprimées. La préfecture de police précise que celles enregistrées sur la voie publique existent toujours. Elle les tient à la disposition de la justice. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, assume la gestion policière de l'affaire mais reconnaît un échec. C'est ce qu'il disait hier devant le Sénat. On en reparlera évidemment avec notre invité, la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil, tout à l'heure à 8h13. Passons maintenant à la campagne pour les élections législatives. Dernière ligne droite avant le premier tour. Dimanche, Emmanuel Macron s'attaque une fois de plus à Jean-Luc Mélenchon. Au départ, il s'agissait d'un déplacement dans le Tarn pour parler sécurité dans le monde rural. Le chef de l'État a très vite décrété la mobilisation générale dans les urnes. Il demande aux Français une majorité forte et claire. Façon d'éloigner la menace Mélenchon. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, c'était le dernier déplacement du président avant le premier tour. Emmanuel Macron a tenu un vrai discours de campagne. Oui, dans cette dernière ligne droite, Emmanuel Macron passe à l'offensive, ciblant sans le nommer Jean-Luc Mélenchon pour ses propos sur la police. Il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Diabolisation du leader des Insoumis et de Marine Le Pen. Le président vise les 2 autres blocs qui lui font face. Les extrêmes aujourd'hui proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre nation. Espérant aller chercher un vote utile en sa faveur de la part des électeurs de gauche et de droite. Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Et des équilibres qui se dessineront à l'Assemblée nationale
dépendent aussi le destin de la France et des vies quotidiennes de chacun. Un discours offensif en ces dernières heures de campagne. Le chef de l'État sait que c'est maintenant que cela se joue. Cohérence, compétence et confiance plutôt que posture, désinvolture et aventure, voilà le premier enjeu à mes yeux du 12 juin à venir. Au risque de donner l'impression de paniquer au dernier moment, alors que les récents sondages indiquent une dynamique pour l'alliance de gauche. Panique à l'Elysée, c'est le sentiment de Jean-Luc Mélenchon qui a répondu au chef de l'État. On l'écoute. 2 jours avant la clôture de la campagne, Emmanuel Macron, dans un moment de fébrilité bien visible, s'implique dans la campagne. Pas seulement pour y émettre des idées qui lui sont chères, qu'il tient à cœur, mais pour dénoncer les autres, agresser, injurier, sur un ton qui est extrêmement pénible à supporter. Jean-Luc Mélenchon avec Alexis de La Fontaine. Le football, à présent, les Français doivent réagir ce soir face à l'Autriche. Ils sont toujours à la recherche de leur première victoire en Ligue des Nations. Ils devront se méfier de l'Autriche, équipe redevenue ambitieuse, et d'un autre adversaire. Ce ne sont pas les supporters, mais la pelouse du stade. Un trou d'une trentaine de centimètres a dû être rebouché à la hâte. Jean-François Pérez. 18h hier soir, les Bleus découvrent le Ernst-Happel Stadion. En plein centre du terrain, un but amovible a été opportunément installé, mais il ne cache pas le gros carré de gazon de couleurs différentes, posé et tassé à la hâte pour que cette Autriche-France puisse avoir lieu. Lundi soir, ce trou de la taille d'un ballon de foot, profond de 30 cm, est apparu en fin de match face au Danemark. Il a légitimement provoqué la stupéfaction dans le monde du foot, à commencer par le capitaine des Bleus, Hugo Lloris. Oui, c'était assez difficile d'y croire. On avait même l'impression d'un montage sur cette photo. Forcément, oui, il y aurait peut-être un petit peu d'appréhension, mais nos têtes sont concentrées sur le match. On est dans l'obligation de gagner. Les pluies diluviennes tombées le week-end dernier à Vienne seraient en cause. Le niveau du Danube, distant de 200 mètres à peine du stade, a brusquement grimpé. Les sols sont gorgés d'eau. Pour ajouter au côté paranormal de l'affaire, des experts venus spécialement d'Allemagne ont inspecté la zone au rayon X. Et ce n'est que tard mercredi soir que l'UEFA a donné son feu vert. Seule certitude, il n'y aura pas de trou en tribune. Le match se jouera à guichet fermé. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 Autriche-France ce soir à 20h45. Match à suivre en direct et en intégralité sur l'autre antenne. Vous connaissez cet extrait, Dimitri? La grande évasion, je dirais. Oui, c'est ça? John Sturges, film de John Sturges avec Steve McQueen, bien sûr, film inspiré de faits réels. L'évasion de 200 prisonniers anglais d'un camp de concentration allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, figurez-vous que la montre de l'un d'entre eux a été vendue 189 000 € aux enchères. Et oui, la maison de Christie's raconte qu'elle aurait permis de calculer le temps de parcours des détenus dans les tunnels et de chronométrer aussi les gardes, le tour de garde des patrouilles. Voilà, ô combien c'est utile d'avoir une montre, effectivement. On en a la preuve. Merci beaucoup Christophe Lamar pour cette petite anecdote.